Bienvenue à tous dans l'essentiel de l'info sur Ecopolis Télévision. Tout de suite, les détails. Jeudi 14 août 2025, au ministère des Affaires sociales, Action humanitaire, solidarité nationale. La remise et reprise a été un moment d'émotion. Des cadres et agents du ministère, les assistants sociaux inconsolables, regrettant le départ de la ministre Nathalie Aziza Mounana à la tête de ce ministère. Les parlementaires debout, les sinistrés sont tous venus rendre un hommage vibrant à Nathalie Aziza Mounana pour le travail abattu pendant 14 mois à la tête de ce méga ministère. Cette cérémonie symbolise les changements entre la nouvelle ministre Eve Bazaïba et Nathalie Aziza Mounana, la sortante. Nathalie Aziza Mounana, après avoir servi la nation congolaise pendant 1 année et 2 mois, a dressé un bilan de ses actions tout en mettant en lumière les réussites et les avancées réalisées sous son mandat. Nous exprimons notre reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour nous avoir confié les rênes de ce ministère durant 15 mois. Qu'il trouve ici l'expression de notre plus haute déférence et de nos remerciements les plus sincères. À son Excellence Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, nous témoignons notre considération pour ses orientations et son accompagnement dans la concrétisation des actions gouvernementales. Notre mandat s'est inscrit dans la vision du chef de l'État, celle du peuple d'abord, que notre ministère a traduit par le social d'abord. À vous, Excellence Madame la ministre d'État Eve Bazaïba Massoudi. Nous adressons nos félicitations les plus sincères pour votre nomination. Reconnaissante, Nathalie Aziza Mounana n'a pas oublié de renouveler sa gratitude à son autorité morale du parti politique FIDEC, Fifi Masuka Saini Marie-Thérèse. Malgré les nombreux obstacles, Nathalie Aziza Mounana a réussi à venir en aide à des centaines de milliers de Congolais. L'un des plus grands défis reste la gestion des crises dans les zones à sécurité instable. C'est tête haute que Nathalie Aziza Mounana quitte ses fonctions et souhaite par ailleurs bonne chance à la nouvelle ministre d'État en charge des affaires sociales, Eve Bazaïba. Grâce au travail abattu par Nathalie Aziza Mounana, c'est pour la première fois que les affaires sociales sont élevées au rang du ministère d'État. Direction Fleuve Congo Hôtel, où la mère de tous, Nathalie Aziza Mounana, a convié ses hôtes à un cocktail dînatoire. Comme à l'accoutumée, les membres du gouvernement ont répondu au rendez-vous hebdomadaire autour du président de la République, chef de l'État. La 54e réunion du Conseil des ministres a connu une ambiance particulière avec 8 nouvelles figures à la Cité de l'Union africaine, parmi lesquelles Adolphe Muzitoufou Moussi, désormais vice-premier ministre du budget. Pour cette première réunion du gouvernement Souminois II, tous ou presque ont répondu présents. Arrivés à tour de rôle, les membres du gouvernement Souminois II se sont réunis dans la salle de réunion autour du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de la première ministre, Judith Suminwa. Pour cette 54e réunion du Conseil des ministres, 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour. Il s'agit, en plus de la traditionnelle communication du président de la République, de l'état de l'administration du territoire, l'évaluation de la situation sécuritaire, la note d'information sur la publication de premiers résultats de l'examen d'État 2025 et sécurisation du processus, l'examen et adoption de quelques projets de loi, notamment les décrets portant statut, organisation et fonctionnement d'un établissement dénommé Fonds d'investissement stratégique de la RDC, était aussi au menu de la réunion. Le gouvernement Souminois Tuluka II, publié la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 août dernier, est composé de 53 membres, dont 6 vice-premiers ministres, 12 ministres d'État, 24 ministres, 5 ministres délégués et 6 vice-ministres. Ce nouveau gouvernement élargi comprend des figures issues de la société civile, notamment de la ministre de la Jeunesse, Grace Coutinho.
Cette remontée s'inscrit dans un contexte où le métal avait longtemps évolué autour du même niveau, notamment lors de périodes de juin et juillet 2025, après avoir affiché de prix stables à $227 en juin, puis $320 au début de l'été. Si les tantales restent moins médiatisés que l'or ou le cobalt, ils jouent pourtant un rôle stratégique dans l'industrie mondiale, en particulier pour la fabrication de composants électroniques. La République démocratique du Congo figure en tête des producteurs mondiaux, fournissant 43% de l'offre globale, loin devant le Rwanda 22%, la Chine 6%, le Brésil 6%, l'Australie 6% et d'autres pays africains comme l'Éthiopie 5% ou le Nigeria 4%. Cette position dominante donne au pays un rôle clé dans l'équilibre du marché. Les données historiques démontrent que ces variations ne sont pas toujours spectaculaires, mais peuvent avoir un impact sensible sur les recettes d'exportation. En juillet 2025, par exemple, les tantales avaient atteint $324 le kilogramme, enregistrant alors une hausse de 1,25% sur une semaine. L'économie congolaise, dont une large part de recettes provient de l'exportation de matières premières, reste directement tributaire de ces variations. Une hausse, même limitée, pour offrir un souffle aux finances publiques. Le bilan est lourd côté milicien Codeco, 15 morts, une centaine de blessés et des capturés, des armes et munitions saisies, reddition des fugitifs après la puissance de feu de FARDC. Le territoire de Djougou en Ituri se réveille le samedi dernier dans la quiétude après les affrontements qui ont foudroyé les miliciens qui écument cette zone. Désormais, les FARDC occupent le terrain suite à l'incursion des groupes armés dans le village de Djaïmbou. Ces combats, qui ont duré près de 4 heures, ont permis de limiter les dégâts et de protéger la population civile. La même scène se passe à Liko, toujours dans le territoire de Djougou, le lundi dernier. Une nouvelle attaque des miliciens Codeco contre les positions des FARDC et la MONUSCO. Mais une fois de plus, la puissance des feux de l'armée nationale a eu raison des terroristes qui ont auparavant pillé 2 camions transportant des marchandises à Badolé sur la route nationale numéro 27. Les assaillants ont dépouillé les membres de l'équipage, emportant téléphones, argent et autres biens. Là encore, les FARDC sont intervenus pour sécuriser la population avec le soutien de la MONUSCO, dans un renforcement des collaborations en service ami pour mieux protéger les civils contre les exactions perpétrées par les groupes armés en Ituri. Comme l'affirme le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire principal Raous Chaloué, qui annonce des patrouilles mixtes sur terrain entre les FARDC, Police nationale congolaise et la MONUSCO. Accompagné d'une forte délégation du ministère des Transports et des Enclavements venue de Kinshasa, ainsi que du consortium d'entreprises chinoises en charge de l'exécution du projet de construction du grand port public de Kalemi, le gouverneur du Tanganyika, Christian Kitungwa Muteba, s'est rendu ce vendredi 15 août 2025 à Mtoa, une localité située à 30 km de Kalemi, sur l'axe Kabimba. L'objectif de cette visite était d'inspecter le site où sera construit ce port géant et plusieurs autres infrastructures, dont un terminal pétrolier et des centres commerciaux. Ce projet d'envergure vise à fluidifier le trafic transfrontalier et à renforcer l'intégration économique de la province du Tanganyika. Devant plusieurs personnalités, notamment les membres du gouvernement provincial, les chefs coutumiers et les notables locaux, le gouverneur Kitungwa Muteba a appelé la population à s'approprier ce projet en soulignant les retombées économiques et sociales, dont la création massive d'emplois directs et indirects. Sur le champ, la population mobilisée a émis le vœu de voir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, venir personnellement poser la première pierre de cet ouvrage qui s'annonce ambitieux pour l'avenir du Tanganyika. Vous voyez que c'est pratiquement le début du commencement
de projets de construction de grands ports. Je l'ai toujours dit chaque fois que l'option du Tanganyika qui conviendrait à la province, c'est l'option multimodale. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans une première phase donc, par rapport au port ici à Mutoa. Et nous l'avons dit plusieurs fois et nous remercions le chef de l'État qui a permis que ce projet puisse se matérialiser. C'est l'espoir de la province du Tanganyika. Le site concerné s'étend sur environ 40 hectares et sur place, les travaux préparatoires ont déjà démarré, notamment la construction de la base vie destinée à accueillir les équipes techniques et logistiques. Le chef de l'exécutif provincial du Tanganyika se veut rassurant quant à l'aboutissement du projet, affirmant que toutes les dispositions sont prises pour garantir son bon déroulement. Notons que ce port géant, une fois achevé, devrait constituer un hub stratégique pour le commerce et la logistique dans la région des Grands Lacs et contribuer significativement au désenclavement du Tanganyika. Kolwezi s'est imposé ce vendredi 15 août 2025 comme un pôle juridique majeur avec l'inauguration de la plus grande maison du barreau de l'espace Grand Katanga. La cérémonie, présidée par la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a marqué une nouvelle ère pour l'administration de la justice en province. Entouré du vice-président de l'Assemblée provinciale, Archimède Kabeya Kalassa, des membres du gouvernement provincial, des autorités judiciaires, militaires et d'invités venus de tous les pays et de l'étranger, la chef de l'exécutif provincial a coupé les rubans symboliques ouvrant officiellement cette maison d'exception. Merci beaucoup. Dans son mot, les bâtonniers du Lualaba, Laurent Bako, a salué l'importance de cette infrastructure. Le barreau du Lualaba vient ici rendre un hommage solennel et une reconnaissance méritée à toutes celles et tous ceux, de quelque façon que ce soit, ont rendu possible cette réalisation, pensant d'abord à nos institutions partenaires. Les bâtonniers nationaux, Michel Chebele Makoba, a renchéri en appelant les avocats à faire de cette structure un véritable instrument de défense des droits et d'accès à la justice pour tous. Les secrétaires permanents du Conseil supérieur de la magistrature, Télésphore Douba, a quant à lui qualifié l'édifice des pionniers en République démocratique du Congo, saluant les leaderships de Fifi Masuka Saini dans la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en matière d'infrastructure judiciaire. La gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a félicité les avocats du Lualaba pour leur engagement et les a exhortés à faire de cette maison du barreau un rempart de justice équitable, transparente et accessible, fidèle aux idéaux de l'État des droits. Mesdames et messieurs, permettez-moi, avant toute chose, de rendre un hommage mérité à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, garant de la nation et de nos institutions, pour sa vision éclairée et son engagement constant en faveur de l'État de droit et du renforcement de la justice dans notre pays. La visite guidée des installations a permis de découvrir un bâtiment à un niveau comprenant plusieurs bureaux administratifs modernes et une salle plénière d'une capacité de plus de 700 places assises. Cette œuvre d'envergure vient renforcer l'appareil judiciaire provincial et témoigne une fois de plus de la gouvernance axée sur les sociales et l'inclusion prônée par la gouverneure Fifi Masuka Saini. Le chèque symbolique va des mains du bailleur de fonds, le directeur général de la PCSC, à celle du représentant du gouvernement, le ministre des ITP, qui paye les personnes affectées par le projet à travers la territoriale et l'un de leurs représentants. Voilà la symbolique appliquée pour lancer officiellement ce paiement des personnes affectées par le projet de construction des rocades de Kinshasa. Lors de cette cérémonie qui a vécu ce 19 août à Mitendi, à la rencontre entre les deux rocades sud avec la route nationale numéro 1, deux prises de parole ont vécu.
Oneige Nsele, ministre des Affaires foncières, a notamment salué le travail abattu par la commission interministérielle chargée de ces expropriations. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, est ferme. Personne parmi les expropriés ne sera laissé pour compte. Tous seront bien payés et à la juste valeur de leurs biens estimés par la commission. C'est ici pour moi l'occasion de rassurer les personnes affectées par les projets concernés par la conversion des titres que le ministère des Infrastructures et Travaux publics est pleinement disposé à les accompagner pour la réussite de ces projets historiques. Sur terrain, certains des expropriés, conscients de l'urgence et de l'intérêt de ce projet, ont commencé déjà à casser par eux-mêmes leurs bâtisses. C'est le cas notamment dans la localité de Matumpu. La facture est salée, 140 civils assassinés en un mois de juillet 2025, près du parc de Virunga, dans le territoire de Rutshuru, en province du Nord Kivu, dont la plus grande frange est constituée des agriculteurs, affirme Human Rights Watch dans son rapport de ce mercredi. Et ces massacres sont commis par les terroristes du M23, sous-traités par le Rwanda, alors signataire de l'accord préliminaire de paix avec la RDC le 27 juin à Washington. Une fois de plus, le Rwanda est mis à nu face à son agression contre le pays de Kasavubu. L'ONG Human Rights Watch en appelle à des enquêtes crédibles du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité et que les personnes responsables des 10 crimes des guerres soient traduites en justice. Dans le même rapport, l'ONG indique les villages de Busesa, Kakoro, Kafuru, Kasave, Katanga, Katemba, Katwiguru, Kiito, Kisegura, Nyamilima, Nyabanira et Rubare, dans le nord Kivu, comme le théâtre des massacres récurrents par le terroriste du M23. Un rapport de plus après celui du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme qui a accusé les mêmes terroristes d'avoir tué 319 personnes entre le 9 et le 21 juillet dernier. Au Conseil de sécurité des Nations Unies de s'en saisir et prendre des sanctions exemplaires contre les tireurs des ficelles de toutes ces tueries dans l'est de la RDC et que le nord et sud Kivu retrouvent sa quiétude. Des longues journées de discussion entre les chefs d'État européens à la Maison-Blanche, la prochaine étape a été annoncée par Donald Trump, un tête-à-tête entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. J'ai appelé le président Poutine et j'ai commencé à organiser une rencontre dans un lieu à déterminer entre le président Poutine et le président Zelensky. Après cette rencontre, nous aurons une réunion trilatérale. Selon les chanceliers allemands, cette rencontre pourrait avoir lieu dans les 2 prochaines semaines. Il s'agirait d'une étape majeure. Jusqu'ici, Vladimir Poutine refusait de rencontrer Volodymyr Zelensky malgré les demandes du président ukrainien. Nous sommes prêts à accepter n'importe quelle forme de rencontre au niveau des dirigeants, car c'est seulement à ce niveau que nous pourrons résoudre toutes ces questions complexes et douloureuses. Lundi, seules les garanties de sécurité ont été mises sur la table, mais l'épineuses question des territoires occupés par la Russie n'a pas été abordée durant la réunion. Elles inquiètent certains dirigeants européens qui doutent de la volonté de paix de Vladimir Poutine. Son objectif final, c'est de prendre le maximum de territoire, c'est d'affaiblir l'Ukraine et d'avoir une Ukraine qui n'est ou pas viable seule ou dans le giron russe. C'est à peu près évident pour tout le monde. Il ne doit y avoir aucune concession territoriale imposée à l'Ukraine. La demande russe que Kiev renonce au parti libre du Donbass équivaut, pour mettre les choses en perspective, à demander aux États-Unis de renoncer à la Floride. Volodymyr Zelensky subit une pression croissante pour céder des territoires afin de mettre fin à la guerre alors que la Russie continue d'avancer dans l'est du pays. Avant la réunion à la Maison-Blanche, Donald Trump avait poussé l'Ukraine à renoncer à la Crimée occupée par la Russie depuis 2014. Nous comptons sur la diplomatie agissante du vice-premier ministre Prévost pour plaider auprès de l'Union européenne et du gouvernement belge pour qu'une aide humanitaire consistante soit envisagée pour ces populations qui souffrent
plus que d'autres populations où il y a la guerre à travers le monde qui reçoivent des cargos, des paquebots, et des avions qui même parachutent de nourriture et des habits et des médicaments. Et je suis persuadé qu'à l'initiative du Parlement, une série de réformes importantes, utiles, attendues, sous l'égide bien entendu de Monsieur le Président de la République, peuvent être portées, doivent être portées, pour pouvoir aussi améliorer la qualité de vie à l'attention de la population de la RDC. Et c'est précisément cette population de la RDC qui aujourd'hui nous préoccupe, celle qui est située à l'est du territoire et qui depuis trop longtemps déjà subit des violences abjectes en recrudescence. Des viols à l'égard des femmes qui sont en augmentation de manière exponentielle. Des enrôlements forcés dans des forces armées qui occupent le territoire. Cette situation a pu être dénoncée. Monsieur le Président a rappelé que la Belgique avait été aussi en pointe pour rappeler les principes inébranlables qui ont toujours fondé la diplomatie belge, que sont la défense du droit international, au rayon duquel on trouve aussi le droit humanitaire, le principe du respect de la souveraineté des États et de la défense de leur intégrité territoriale. Des principes qui ont convaincu aussi les pays européens de prendre des mesures en février-mars dernier. La Belgique se réjouit des initiatives qui ont pu être prises il y a quelques mois déjà par Washington, par Doha, mais reste convaincue que si l'on veut obtenir un résultat durable au niveau d'une paix effective sur le terrain, on ne doit pas uniquement externaliser le processus de pacification, mais s'assurer évidemment que les acteurs africains en sont eux-mêmes partie prenante, dans la même logique que ce que nous plaidons les Européens dans le conflit ukrainien, en estimant qu'il ne saurait pas y avoir de solution sans l'Ukraine ni l'Europe. L'objectif pour cette campagne est d'atteindre au moins 90% de notre cible en attendant le rapport du monitorage indépendant qui sera organisé par l'OMS. Le vaccin sera administré par voie orale en stratégie porte-à-porte, c'est-à-dire le vaccinateur passera d'une maison à une autre et partout où les cibles se retrouveront pour le vacciner en vue de contribuer à réduire l'incidence. Cette campagne vise à offrir un accès équitable au vaccin en ciblant toute la population des zones de santé ciblées d'une année et plus. Elle s'inscrit dans une démarche globale de prévention et de renforcement du système de santé, garantissant une réponse rapide et efficace au choléra, comme aux autres menaces sanitaires émergentes. Grâce à l'appui de l'ICG et de Gavi, 3,67 millions de doses de vaccins ont été mobilisées pour la RDC. La campagne que nous lançons aujourd'hui vise à protéger toutes les personnes âgées d'1 an et plus dans les zones ciblées et de réduire la morbidité et de la mortalité. Choléra est une maladie choléra est une maladie koboma. Na yango na esengeli na biso nyonso esengeli tozwa vaccin na yango. Lokola apesi coup d'envoi. Mutu nyonso lo pona nga nazosenga na mutu nyonso oyo ayoki mbela oyo esengeli abongama pe abenga bato nyonso oyo komona liboso ya porte na yo to na balabala na bino po omela kisi wana. Les signaux d'une bonne gouvernance résolument tournés vers l'appréciation du franc congolais se multiplient déjà avec le gouverneur André Ouamé Sonkwaloloki. Pour la première fois, la Banque centrale du Congo, sous l'impulsion de son nouveau patron, a décidé de tenir informée la population sur les vraies valeurs du taux de change qui devra servir de référence. C'est dans ce contexte qu'en début de semaine, le 18 août 2025, l'Institut d'émission de la RDC a cédé aux banques commerciales la somme importante estimée à 50 millions de dollars américains au taux de change de 2776 francs congolais contre 1 dollar américain. Avec une telle approche novatrice, fini les abus connus autrefois au détriment de la population congolaise.
Désormais, sous le mandat du gouverneur André Ouamesso, la population connaîtra le vrai taux à payer pour avoir le dollar ou le franc congolais sur le marché de change. La respect, il y a droit de l'ordre. Aucun commet à mototé, aucun n'est moto à ça que ma mère a quatre na moto. Aucun coffin à mototé, mais la colonne a reçu Moussana yo la Kalibanda, Gala Kalibanda, yo la Kalandako. Et ça, mon salam, Gala yo quand tu prends qui, Tike à la Landako, Cassio Salam Moussana yo. Tika Kofi qui s'est ma continent biso. Ceux qui te coûtent le Moussana Molangwa, yo te kose Mola. Ivresse pendant les heures de service, Toku Kamayo. Ma petit baye mieux la cité, ouais, la gagne de la bango. Mais le lot, quand on gagne de la salle semblant, yo kaga bango. Pour qui mis à la montée, ceux qui étaient aux accomplices, de vous mener comme un molaï, bah, date de balai au Kangabatuana, seul de Kangabango et solo, et Kouroune et Sina Mokaol. Mais dans ça, nous sommes le clientélisme, le fanatisme, nous sommes comme hauteur. Lelo, na lobby kuna, donc quand on va vrai Kourouna, de Gali. Financer correctement notre économie pour l'emmener finalement à son développement. Je sais qu'aucune économie ne peut éclore, ne peut prospérer sans un secteur bancaire efficace. J'ai la chance que mon parcours m'a emmené à un moment donné d'être de l'autre côté de la table. Donc je connais vos défis, je connais vos attentes, je connais les problèmes qui peuvent être liés à une régulation trop rigide, à nos réflexions. Et je crois que je n'avais pas répondu à la première préoccupation de Joël par rapport à la consultation. C'est vrai qu'on peut venir vous reparler, mais ça ne reste qu'une consultation. On n'est pas en train de co-réguler les banques, sinon vous serez jugé parti. On vous consulte, mais la Banque centrale est souveraine par rapport à la réglementation qu'elle met en place et qu'elle dicte. Mais c'est vrai qu'on reviendra vers vous pour, après consultation, vous dire ce que nous aurons décidé. Je vais finir par là et je vous remercie vraiment de votre présence ici et considérez-moi comme votre ami. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. J'ai eu la grâce, d'autres vont dire chance, de passer une année à l'Institut national des arts en prépo seulement. Alors, je devrais faire un choix entre aller étudier la théologie et rester à INA. Mais j'avais choisi la théologie. Le fait de ne pas aller jusqu'au bout à l'INA m'a permis une chose, de me servir du peu que j'avais découvert à INA et mélanger avec ce que j'avais à l'intérieur de moi pour faire la musique que je fais aujourd'hui. Donc j'oublierai jamais que dans ce que je fais, si on doit dire réussite, je ne sais pas, mais si quelqu'un dit que c'est une réussite, donc dans cette réussite, il y a cette graine de l'Institut national des arts. J'ai choisi de revenir ici parce que l'INA m'a appris à toucher quelques touches du piano.
Je suis revenu avec ce piano pour vous aider. Mais comme le prof qui est là a dit, on va parler de l'Institut partout. Il faut qu'il y ait de bourses ici, il faut qu'il y ait de... Monsieur le DG, voici... Joue bien. Voilà, tout marche. Ça ne m'appartient plus, c'est à vous maintenant. Et c'est mon cadeau pour témoigner mon amour et ma reconnaissance à l'Institut. Merci beaucoup. Pasteur, j'ai vu un piano comme ça quand on nous mettait en honneur de docteur à thèse à l'université de Liège. Et que, sauf erreur de ma part, à Kinshasa, je n'ai pas encore vu ça dans les écoles. Je ne connais pas en Afrique. Hein. Donc c'est un piano qui relève l'INA au niveau international. Comme directeur général, je vous annonce que le révérend pasteur Moïse Mbille est décoré ambassadeur de l'INA. C'est une rencontre de prise de contact et des orientations par rapport au mode de collaboration, bien que déterminé par le décret et l'ordonnance. Nous sommes venus d'abord prendre ces contacts. Comme vous savez, dans mon cas, il n'y a pas eu possibilité de faire la remise des reprises. Il fallait que les VPM de la Défense soient là pour procéder à notre installation. Donc cette rencontre d'aujourd'hui, c'est une rencontre préparatoire par rapport à l'installation là où je dois rester. Le chef de l'État connaît tous les joueurs. J'œuvre dans le social depuis plusieurs années. Et là où le chef m'a envoyé, c'est pour donner de l'honneur à ceux qui ont servi le pays sous les drapeaux. Et on le fera. C'est le monsieur sécurité de Joseph Kabila qui a traversé de régime jusqu'à occuper les mêmes prestiges et influences auprès de Félix Tshisekedi dès 2019. François Beya, connu des services sous le pseudo Fantomas, recouvre la liberté au terme de 3 ans de démêlés judiciaires suite à des accusations de complot contre la sûreté de l'État. Jeudi dernier, la Haute Cour militaire prononce son acquittement en présence de ses avocats et de ses co-accusés. Après rude plaidoirie, l'ancien conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi passe de la liberté provisoire à la liberté totale. Effacé de la scène publique, François Beya hume désormais l'air libre avec son assistant Guy Vanda et le colonel Pierre Kalenga, également blanchi. La Haute Cour militaire a estimé qu'aucune preuve suffisante n'établissait leur implication dans le présumé complot ni dans les autres infractions qui leur étaient imputées. Par contre, la Cour n'a pas été clémente avec tous les prévenus, dont le colonel Christian Chikapa et la commissaire supérieure principale Lili Tambwe Moa, qui sont reconnus coupables de violation de consignes, une infraction pour laquelle ils ont déjà purgé leur peine en détention préventive. Arrêté le 5 février 2022, François Beya a passé 7 mois en détention avant d'obtenir une libération provisoire pour raison médicale. En août 2022, il s'est rendu en France pour suivre des soins où il réside toujours. Mandaté par le président de la République, M. Martin Kabouya Moulamba, son chargé des infrastructures et suivi des projets des partenaires techniques et financiers, vient d'effectuer une importante mission d'évaluation des projets mis en œuvre respectivement à Matadi, Tchela, Singini, Boma et Mwanda. Il était question pour lui d'évaluer le niveau d'exécution de ces projets stratégiques, socio-économiques et industriels, parmi lesquels certains sont réalisés sous l'encadrement de l'Agence congolaise des grands travaux. Le mandataire a visité, accompagné du directeur provincial adjoint de l'ACGT au Congo central, Babi Koundou, la route nationale numéro 12, où s'effectue le projet de construction et réhabilitation de la route Materne Tchela-Singini jusqu'au village qui porte le mausolée du président Kasavubu. Il a également été sur le projet de construction de la route de la Passion jusqu'à Nkamba, la Nouvelle Jérusalem, où il a été reçu par le chef spirituel de cette église. Le mandataire a également visité la route du littoral ainsi que le site du port en eau profonde de Banana sous la conduite
conduite de la mission de contrôle de l'Agence congolaise des grands travaux. Quatrième projet visité, le projet de construction de la route Mwanda-Yema qui mène vers l'Angola à travers l'enclave de Cabinda. Longue de 27 km, elle sera construite sous le mode concession par la firme Vaste Réseau des Services au Congo qui a gagné le marché. Ce projet va commencer incessamment. Cinquième et dernier projet visité, la boucle de Kisantu, longue de 4 km 200, en construction par l'entreprise SIC, sous le contrôle et la surveillance mixte ACGT Office de route OVD. Ce projet vise à améliorer la circulation au sein de cette cité de Kisantu. À noter que lors de cette dernière visite, la délégation a été rejointe par les directeurs provinciaux de la SNEL, de la Régie des eaux, ainsi que du ministre provincial des ITP de la province du Congo central. La République démocratique du Congo, son président et son ministre des Sports ravissent la raquette des mains du Rwanda après contestation et protestation acerbe auprès de l'Union africaine de tennis de table dans l'organisation des championnats d'Afrique 2025 par le Rwanda. Après examen de la requête de la RDC, la Fédération africaine a publié un communiqué dans lequel elle retire la dite organisation au Rwanda pour la confier à la Tunisie. La diplomatie sportive de Félix Tshisekedi et Didier Boudimbu marche à merveille et Kigali broie du noir. Après résiliation du partenariat Visite Rwanda avec le club européen de Bayern Munich, une raclée de plus infligée au pays de sanguinaire Paul Kagame avec ce retrait de l'organisation des championnats d'Afrique de tennis de table 2025. Toutes les nations participatives se sont rangées derrière le pays de Lumumba, vu l'agression rwandaise qui écume la population dans l'Est, mais également suite à la performance remarquée de ces athlètes lors des championnats régionaux à Brazzaville en juin dernier avec 4 médailles en or et bronze. Rappelons, les championnats d'Afrique de tennis de table 2025 seront désormais organisés par la Tunisie dans la salle Omnisport de Radès à Tunis du 12 au 19 octobre prochain. Problème eza awa bato baza bafase na biso biso tofandi na ngambwa. Ce qui s'est passé na place où lelo tozo comprendre te puisque on a fait un effort de sorte que notre bukata porte on a to sauver bato bazala na kati, mais ça nous surprend. Ndako wana ba partager et ça na couloir. Na kati ya couloir wana bakanga na triplex. Parce que les gens qui ont décédé là, ce sont pas les petits enfants. Toi là-bas na 25 ans, moi na 25 ans. Ce qu'on a les lignes de tol au triplex au betiango boye et ko fongwama batu bakobima. Alors tous ceux comprendre le que s'est déroulé au juste place au thé. Moto sala ki makasi to bundani kaka biso moko po na Congo dégâts matériels pe salami. Ba dégâts matériels bato batikali vite na ndako na biloko nyonso tout eziki. Bon, jusque là je peux dire que nazu non mesure mon côté parce que na koka ko za mesure beaucoup plus soki nakutaki ke ndako oyo ezalaki na courant oyo ezalaki électrifié. Mais ce que nous avons constaté ici que ndako eza na couranté. Mais simplement ce que nous devons demander à la population, ceux qui par exemple aux lala na bougie, veiller en sorte que tango lali na pongi boma ne fiske bougie wana. Donc on constate que tam ceux qui peut bougie oyo nde sali incendie sali que lelo au moins vie à 5 personnes bakende. Mais ndenge na sengi na nyonso wana to ko kai pe ko épargner yango. Ceux qui par exemple que commune azala ki tam susu na mituka oyo bomaka moto tam ceux ngako ya rapide bompe moto na lomba. Quand vous jugez cet homme, le prévenu, vous jugez le vrai Hippolyte Kanambe, mais par son pseudonyme, qui n'est pas alias Joseph Kabila. Là, c'est déformer les choses. Non, vous utiliserez le nom que lui a utilisé pour nous cacher le vrai nom de Hippolyte Kanambe. Donc, vous jugez Joseph Kabila par son pseudonyme-là de Joseph Kabila. C'est lui le prévenu qui, quand bien même il est, non, il serait Kanambe, mais il a caché le Kanambe pour aimer le pseudonyme et le présenter devant le public tant international que congolais. Quand la chute de Goma arrive,
et Bukavu. Lui appuie le M23 en disant que leur combat était légitime. Les aspirations légitimes du peuple congolais étaient incarnées par le mouvement insurrectionnel AFC M23 RDF. C'était l'essentiel de l'info sur Ecopolis Télévision. Merci de votre attention soutenue. Restez branchés pour la suite du programme sur Ecopolis Télévision.